Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche en compagnie de Ali de Catch Club, de Christophe de Ajus et bien sûr, ne nous filmez pas, des pop de Ali de Catch Club. On adore ça. Et enfin, elles avouent, ce sont des attention whores. C'est vrai. Ravi d'entendre enfin la vérité, comme vous certainement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. On t'en remet. Bienvenue dans La Cloche. Bonjour Ali, bonjour à tous. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde, j'ai envie de dire. On se retrouve pour l'épisode numéro 32 de La Cloche. On est entre deux pay-per-view et donc entre deux voyages pour toi. Tu viens de voyager pour le Royal Rumble, tu vas à nouveau voyager à WrestleMania 32. Est-ce que tu saurais nous rappeler où se trouvait WrestleMania 32 ? Dallas, Texas. Dallas, Texas, Le on va Dallas aller... Stadium, plus de 100 000 spectateurs présents au Dallas Stadium, 102 000 puisque Chéro et moi n'y étions. Un univers impitoyable. Exactement, oui, pour les anciens qui nous écoutent, série télévisée légendaire que j'ai eu la chance de suivre avec beaucoup de retard dans mes années lycée, parce que je terminais quasiment tous les jours à 11h une année et TF1 rediffusait, et je suis tombé dans Dallas quotidiennement, donc je regardais Dallas et tout, j'attendais avec impatience le dernier épisode, parce que j'adore regarder les derniers épisodes des séries, bon, en ayant suivi les séries évidemment auparavant, mais j'adore regarder les derniers épisodes parce que j'aime bien avoir le fin mot de l'histoire. Et il y a un faux dernier épisode, je crois, dans Dallas. En même temps, j'arrête de dire des trucs que je pense parce que l'épisode dernier, je ne sais plus ce que j'ai cité, mais je me suis encore une fois planté misérablement. Là, voilà. Il y a l'épisode où JR se fait tuer. Oui, c'était le gros suspense dont je me Mais rappelle. je crois pas moi, que ce quand soit le j'étais dernier, petit. ça continue derrière en fait. Ah, peut-être, moi j'ai pas suivi du tout, c'était mes parents qui étaient fans de Dallas. Voilà, moi j'ai suivi, c'était vraiment bien fait. Puis évidemment, moi j'avais déjà vu l'épisode Simpson où Monsieur Burns se fait tirer dessus. Ok. Mais bon, un peu grosse déception dans les Simpsons. Spoiler, c'est Maggie qui tire sur Monsieur Burns dans les Simpsons. Pour tous ceux qui ont Disney+, qui n'ont pas connu les premières saisons des Simpsons, désolé. Mais voilà, spoiler, c'est Maggie. Sorry pour les spoilers. On va passer aujourd'hui au Raw du lendemain du Royal Rumble. Oui, on est tellement habitué à dire Raw du lendemain de WrestleMania, mais non, c'est mais Royal non, Rumble. C'est le Royal Rumble. Nul. Elles ont raison. C'est le premier Raw que tu fais, donc un lendemain de Royal Rumble. Oui, et c'est le premier Raw, je crois, que nous allons commenter véritablement en direct. Et pour de vrai. Parce qu'on vous l'a révélé la semaine dernière, le premier Raw qu'on avait fait ringside, on l'avait simulé. Donc, vous l'aviez cette fois-ci fait pour de vrai. On l'a fait pour de vrai, il était diffusé en direct sur AB1 et je pense AB3 à l'époque en Belgique, pour un cadeau en quelque sorte aux téléspectateurs du groupe AB, aujourd'hui Media One. On va commencer tout de suite avec une petite question pour les gens Ah comme oui, moi. voilà, allez, commençons par une petite question. Ils bossent un petit peu, parce qu'évidemment, Non, rappelons quand justement. même qu'à l'épisode précédent, on a oublié que Kalisto avait déjà combattu en équipe, certes, mais il avait déjà combattu. On avait oublié que, effectivement, l'histoire entre Brock Lesnar et Bray Wyatt allait donner quelque chose. On en reparlera dans cet épisode. Mais l'excuse de Ali quand je lui ai dit ça, il lui dit bah oui, mais parce que c'est pour l'épisode suivant. Bien on n'allait sûr. pas spoiler les gens. Bah bien sûr, moi j'ai gardé ça pour cet épisode, j'allais pas vous spoiler tout de même. T'es nul. C'est vrai. Non mais ma première question, j'allais dire pour ceux qui sont mauvais en géographie comme moi, donc le Royal Rumble était à Orlando. Oui. À Orlando. Orton Pavel. Salut là. Le lendemain, On est à Orlando. le lendemain vous allez à Miami. À Miami, du Fettel. Donc là c'est combien d'heures de... Ah bah honnêtement, et je l'ai fait déjà quelques fois, mais je ne m'en souviens plus. Mais c'est pas très long, je crois que c'est peut-être 1h30, 2h de route. Et vous avez fait ça comment, en voiture En voiture, oui. Il m'est arrivé de le faire en avion pour des vacances personnelles. J'étais à Miami une semaine, puis ensuite je suis allé à Orlando voir Universal. Bon, bah, voilà, la vie de commentateur de catch en vacances, Plaisir. franchement palpitant. Non, mais oui, c'est quand même vachement plus simple. Aux États-Unis, tout se fait par la route. Ce sont des amoureux de la voiture. Et Chéro adore rouler. Ah. Des voitures, j'entends, évidemment, rien à voir avec Jeff Hardy ou d'autres. Non, Chéro aime conduire, donc nous y sommes allés par la route. Je ne me souviens pas d'ailleurs si on a fait l'aller-retour dans la journée ou si on y est allé dans l'après-midi et qu'on est resté dormir sur place à Miami. Ça, je ne sais plus. Ok. Bon, en tout cas, vous faites ce petit road trip, vous débarquez, donc comme d'habitude, début d'après-midi, j'imagine. Oui, je pense qu'on a fait des entrevues. Je suis plus certain, alors les gens encore, je suis désolé pour tous ceux qui disent mais comment il a pu oublier, ça fait que 5 ans. Je ne me souviens plus de ce que j'ai fait hier.
en vrai. Hein. Et pourtant, j'ai mangé de la raclette chez mes parents, parce que ma mère m'a engueulé la semaine dernière. Oui, tu m'as pas montré la photo, là. Tu dis à tout le monde que t'as... Mon père n'en peut plus. Enfin, si, en quelque sorte, il est ravi, mon papa, parce que tous les vendredis soirs, ma mère est occupée. Ma maman, elle déteste que je dise ma mère, est occupée à autre chose, comme certains d'entre vous d'ailleurs. Donc, bonjour maman, hein, bonsoir, j'espère que ton vendredi s'est bien passé. Oui, j'ai mangé de la raclette. Oui, j'ai assez mangé. Je ne sais pas si ta maman fait pareil. À la fin du repas, après 74 kilos de fromage et de charcuterie, elle me demande est-ce que tu as assez mangé en alsacien. Et donc je réponds ya. Tout ça pour dire que j'ai effectivement oublié ce que nous avons fait pour parler français cet après-midi-là à Miami. Je crois que nous avons fait des entrevues. Il me semble, j'ai peur de me tromper, mais il me semble que nous avions eu le Nudé, peut-être Kevin Owens pour la première fois. Je crois que le Nudé m'avait appris à danser. On avait eu la chance de pouvoir faire de ces entrevues dans les vestiaires, me semble-t-il. C'est-à-dire dans un vestiaire. D'habitude, et les fois suivantes, beaucoup, ils nous laisseront utiliser le set RAW, ou moins aujourd'hui, mais à une période, c'est là où Mike Rom, pendant un temps, ou Charlie Caruso, René Young, interviewaient les superstars, donc avec le décor derrière, en métal, le logo RAW, un petit écran de télé si quelqu'un doit intervenir, ou si on doit revoir des images avec la superstar. On avait parfois la chance d'utiliser ce set. Et je crois que cette fois-là, on a eu le droit à un vestiaire, ce qui est assez sympa, ça change un petit peu, tu vois, tu as ce vestiaire, et puis tu as tout devant toi, les caméramans, le preneur de son, la personne de la WWE qui, comme dit, a son petit oreille, fait 5, 4, shut up, silence, silence. Voilà. Donc je crois que c'était ce jour-là, mais peut-être que non, peut-être que c'était justement du côté du Texas, puisque je sais que pour le Texas, on avait carrément fait un petit road trip où on s'était fait Dallas pour le show, mais ensuite on avait fait Raw et SmackDown, si je ne me trompe pas, qui étaient dans des villes différentes. Enfin, il faudra que je vérifie. Vous pouvez me contredire si vous connaissez la réponse, mais je vérifierai d'ici là. Mais ça, c'était quelque chose d'assez sympa avec Philippe, où on avait pu, comme dit, faire Dallas, Corpus Christi et San Antonio. Et c'était vraiment sympa parce que on a vraiment fait comme une superstar de la WWE. Vous partez d'un show, vous prenez la caisse, vous roulez 2 heures, vous cherchez votre hôtel, vous cherchez un endroit où manger. Bon, eux, ils cherchent des endroits où faire du sport, hein, nous, manger. Puis vous allez à la salle, vous bossez, vous rentrez, vous dormez, vous relevez le matin, boum, reprenez la route, vous allez dans une autre ville. C'est assez sympa à faire, quoi. T'avais tes bookings. Voilà, exactement. Booking.com, Chiro. Bref, on arrive sur place et on se prépare pour Raw. Comme dit, c'est beaucoup plus détente en général qu'un pay-per-view, mais c'est tout de même assez stressant pour moi en particulier parce que il y a énormément de traduction. Et les promos en général dans Raw sont longues. Là, c'est le show en entier, donc 3 heures. Et je vous en ai déjà parlé, c'est souvent très compliqué le son parce que on n'a pas le son dans le casque puisque les Américains, eux, n'ont pas besoin du son de la promo, s'ils n'ont pas à traduire. Donc eux, quand il y a une promo dans le ring, souvent, je vais pas, c'est pas un énorme secret non plus, mais Jerry the King Lawler, il est sur son téléphone, Michael Cole aussi, ils peuvent répondre à des SMS, enfin ils sont détentes. Eux, ça fait quand même de longues années qu'ils font ça, et ils n'ont pas trop à s'occuper de ce qui va être dit dans la promo, parce que d'une part, en général, ils sont courants en amont, et puis ils n'ont pas à le traduire. Donc c'est des moments pour eux presque de break dans 3 heures de show. Alors que pour moi, c'est le moment où je dois être le plus concentré parce qu'il faut, comme dit, se défaire des bruits de la foule tout en écoutant ce que le mec dit et en réussissant à ce que mon cerveau arrive à traduire ce qu'il dit tout en n'écoutant pas ce que moi je dis. Tu vois ce que je veux dire ? Je dois parler distinctement pour que vous puissiez comprendre, mais mon cerveau ne doit pas écouter ce que je suis en train de dire, ne doit pas l'entendre pour que je puisse continuer à écouter ce que le catcheur et la superstar dit. Tout ça perdu dans un bruit de foule. En plus à Miami où l'ambiance en général est quand même assez forte. Mais c'est quelque chose, juste pour préciser quand même à quel point le métier de commentateur c'est difficile pour des personnes. J'ai oublié ma gourde, désolé Ali. Notamment comme Christophe et Philippe qui ont fait pas mal de live. C'est cet art que vous avez en fait à parler et en même temps réfléchir un peu à ce que vous allez dire ensuite. Et ça peut paraître... Cela dit, oui, normalement vous devriez le faire aussi dans la vraie vie. Enfin, ouais. Sans un micro, sans... Mais c'est un autre stress quand t'es en live, t'es à la télé, sûr, t'es écouté par évidemment. vous, c'est des dizaines quand même de milliers de personnes, voire parfois même des centaines de milliers de personnes. Ça arrive. Bien sûr. Donc je veux dire,
On peut croire que c'est simple parce qu'ils le font aussi bien que ce soit vous ou les autres commentateurs, mais c'est vraiment très compliqué. Pouvoir... C'est un métier, mais ouais. c'est pas quelque chose non plus de totalement inné, hein. Je veux dire, ça demande du travail tout simplement et puis de la répétition. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Bah, peut-être pas, c'est comme dit, il y a beaucoup de métiers, même si je m'entraînais beaucoup, je serais incapable de les faire. Mais normalement, beaucoup de gens sont capables de le faire, il suffit simplement de le faire souvent et d'habituer son cerveau. C'est une mécanique finalement. Ton cerveau s'habitue petit à petit et tu réussis. Maintenant que c'est ta super pote, est-ce que t'es allé la checker un petit peu durant l'après-midi? Hey Steph, ouais, Alors, photo. j'ai été surpris, hein, outre ma maman quand même qui était outrée, que je ne lui ai pas spoilé la photo ni même montré, mais j'étais quand même surpris du peu de réactions que ça a suscité, parce que je trouvais la photo quand même assez, comment dire, comment on pourrait qualifier cette photo? Détonnante, Oui, d'amusante. J'ai une tête vraiment complètement à l'ouest, mais après 4 heures de commentaires en live justement, et puis t'as Stephanie McMahon qui fait semblant de mettre un point avec son sourire, comme si, comme dit, Triple H avait gagné la Coupe du Monde de foot. c'est clair. Donc bah voilà, j'étais un peu surpris. Non, comme quoi, Ah, elle était nulle. Ah bon, bah d'accord, merci. Les pop ont résumé tout. La photo était nulle. Non, en tout cas, ta tête n'a clairement choqué personne. Oui, mais c'est parce que je pense que j'avais préparé. Et puis, alors, tristement aussi, c'est que visiblement, ma tête est moche tout le temps. Donc, vous n'êtes pas choqué, bah, ne ris pas, espèce d'enfoiré. Il rigole. C'est pas Bon. moi qui l'ai dit. Bon, donc, bah, je ne pense pas l'avoir particulièrement checké, mais je pense que oui, sans aucun problème, on a dû se croiser parce qu'elle Oui. fait partie du show. Et on va le voir dans un instant, elle débute le show quasiment. Donc, on a dû se croiser et on a dû échanger rapidement parce que je vous le dis, c'est une personne extrêmement sympathique. D'ailleurs, c'était son anniversaire la semaine Tout à dernière. fait. Je lui ai souhaité et elle a liké mon tweet. Ah, c'est gentil. Voilà, j'étais content, je me suis endormi heureux. Joyeux anniversaire, Stephanie McMahon. Tout à fait. Alors Casca, je lui ai souhaité également et elle a pas liké. Mais joyeux anniversaire quand même à Ska également. Elle a pas compris, peut-être. Bah, Tu lui as souhaité en français? Oui, mais Stéphanie McMahon aussi. Ah, J'ai ouais. mis joyeux anniversaire. Surtout que maintenant, il y a Stéphanie traduction sur Twitter. McMahon. Ah oui, non, et puis japonais, je me risque moins. Oui, logique. Parce que j'ai toujours. Pas bon, c'est compliqué quand même le japonais. Est-ce que tu as quelques souvenirs par rapport, on va dire, comme d'habitude, la Gorilla Position, le moment où vous entrez, etc. Non, parce que là, je vous dis, depuis l'incident du Barclays Center où on s'est fait huer par le Barclays Center, la WWE Ça se fait discrètement. voilà, nous envoie discrètement. Il n'y a plus d'annonce, il n'y a plus de Linda McMahon. Non, bien sûr, il n'y a plus de. Comment s'appelle-t-elle? Liliane Garcia. Liliane Garcia, merci, qui nous annonce. Donc voilà, non, on y va tout simplement. Mais la Gorilla Position, c'est un souvenir collectif que j'ai en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est toujours incroyable d'être assis là, de voir Michael Cole, JBL, Jerry the King Lawler, Byron Saxton. Et en plus là, on est seul. Il n'y a pas les Mexicains, il n'y a pas d'autres pays. Il n'y a que nous. Il y aura d'autres shows où les Italiens seront là avec nous, si je ne me trompe pas. Il y a un Raw où ils seront également ringside comme nous. Mais là, on n'est que nous, avec eux. Et les superstars qui font le main event juste avant, le show télévisé, hein, pas le dernier combat de la soirée. Et les commentateurs et les réalisateurs, comme le Road Dogg Jesse James, à cette période-là, il faisait partie des réals, en quelque sorte, qui chapeautaient le show. Donc, c'est juste d'être dans cette ambiance-là, en fait. Ça me rappelle toujours la ICWA, les shows en France que j'ai pu faire. Même si, évidemment, tu es à un autre niveau, mais c'est un peu la même ambiance. C'est une ambiance où il y en a comme moi qui sont assez stressés, d'autres comme JBL qui font ça depuis tellement d'années que ils sont La détendus. routine. Oui, puis lui, il sait qu'il va pas prendre de chute, il va pas prendre de coups. Donc c'est tranquille pour lui. C'est pas comme à l'époque où il devait se battre pendant 15 minutes et que c'était chaud. Là, il va s'asseoir, il va se faire ovationner par le public en arrivant. Donc vraiment le bonheur. Et ouais, c'est de pouvoir partager ces petites discussions qui n'ont l'air de rien finalement, mais qui te donnent l'impression et que tu fais partie de ce show. Même si tu as un tout petit rôle, tu fais partie de ce show, tu fais partie de la machine. Et une fierté immense de pouvoir faire partie de cette machine. On peut comprendre. Donc vous faites votre entrée discrètement. Discrètement, oui, Le avec show des couvertures sur la tête, comme d'hab, trop moche. Le show démarre. On va citer quelques faits marquants de ce show. Donc d'abord, il faut savoir que le show s'ouvre avec un segment avec la famille McMahon. The Authority forcément en train de fêter, comme on peut l'imaginer. Triple H super content, super fier. Et là, il nous mentionne
un match qui va avoir lieu lors du prochain pay-per-view, c'est-à-dire Fastlane. Lors du prochain pay-per-view, il va y avoir un match, et le vainqueur de ce match affrontera Triple H pour le titre Mais à WrestleMania. est-ce que, pas de souvenir, mais parce qu'on a quand même survolé rapidement les résultats d'Euro, on vous dit tout, juste avant de débuter, est-ce qu'elle n'annonce pas définitivement le match dans le main event? Si, c'est ce Voilà, qui se passe. là, elle dit qu'à Fastlane, on saura qui affrontera Triple H, Voilà. sans en dire plus. Sans dire les noms. Voilà. Tout à fait. Elle me Et fait un les petit noms- clin d'œil, et puis elle rentre au vestiaire. Exactement. Les noms seront annoncés un peu plus tard lors du show. Ensuite, on peut mentionner l'une des petites histoires qu'on avait déjà mentionnées, donc je crois que c'était dans la clochette, car c'est un moment qui est même cité dans l'article qu'on vient de lire des résultats Oui, c'est vrai, gains. il n'est pas cité comme on s'en souvient. Mais en tout cas, c'est précisé que les commentateurs américains présentent les commentateurs français à l'écran. Et donc toi, si tu te rappelles bien, c'est le moment où Philippe a fait cette petite Ah bah blague. c'est le plus grand moment de la carrière de Philippe Chereau. Et il m'avait annoncé. Il m'avait dit, parce que, il faut être honnête, on se prépare quand même un petit peu en amont. C'est court, hein, ça dure quelques secondes. Et justement, c'est là où c'est le plus compliqué, parce que tu dois être efficace. Et après 2 reprises où il m'a totalement zappé et la caméra est partie, là, en l'occurrence, il n'y avait pas de risque que ça arrive, puisque c'était moi qui débutais. J'étais le premier dans la liste, en quelque sorte. Donc c'est moi qui commençais. Mais depuis ces 2 petits trucs, on se disait en amont, et on se le dira dans les pay-per-view suivants où on participera, ce qu'on va dire. À la fois pour pas dire la même chose, hein, on sait jamais, on pourrait avoir les mêmes idées, et puis pour que qu'on sache un petit peu comme du théâtre, que tu saches quand la réplique de ton partenaire s'arrête, qu'il n'y ait pas de blanc. Surtout que là, on n'a pas le temps d'avoir de blanc, donc il faut aller très vite. Donc, je lui dis quelle phrase je vais dire, comme ça, lui, il sait que dès que j'aurai dit ce mot, il va pouvoir enchaîner directement, que je vais me taire, qu'on va pas se chevaucher. Donc moi, je ne me souviens absolument pas ce que je dis, mais bon, on en parle avant, et il me dit, tu vas voir, je vais dire un truc, non, non, t'inquiète pas, ça va être court, je crois pas qu'il me précise exactement ce qu'il va dire, mais il me dit, ça va être court, ne t'inquiète pas, de toute façon, voilà, hein, je vais pas me faire chier. Du coup, tu t'inquiètes direct? Oui, carrément. Bah, évidemment, quand Chéreau vous dit ça va être drôle, ça ne sera jamais drôle. Quand Chéreau vous dit ne t'inquiète pas, tu peux être sûr qu'il faut s'inquiéter direct. Je crois qu'il m'avait dit ne t'inquiète pas quand on avait fait Mason Ryan à Batista. Voilà, et première question, alors tu ressembles à Batista? Et tu vois Mason Ryan dont le visage change direct. Bon. Donc je me dis, oh purée, qu'est-ce qu'il va faire? Mais en même temps, bon, c'est Chéreau. S'il fait une connerie, c'est Chéreau qui l'a fait. Hein, tant mieux, je préfère que ce soit pas moi. Hein, c'est mon côté solidaire, c'est mon côté alsacien, c'est mon côté français. Donc, il ne me dit pas. Mais je sais que ça doit être court et que ça doit être efficace. Et donc, je fais ma petite truc. Voilà, nous sommes à Raw, heureux. Moi, je crois que je dis merci Michael de nous présenter. Ça aussi, c'est toujours extrêmement tendu parce que tu entends dans le casque Michael Cole et JBL qui vont te présenter. Mais tu sais pas, eux, justement, jusqu'où ils vont aller. Donc, oui, on est avec nos the French announce team from Group A, B, from France. Alors, tu te dis, ah, bah, ok, bonsoir, Mike. Alors là, il veut peut-être sortir un comment allez-vous ou bonjour, tu vois, pour faire style, il parle un petit peu français. Yes. Donc, ça nous est arrivé de couper Michael Cole ou de couper JBL dans ce genre d'interaction. Et tu te sens un peu con parce que, évidemment, t'es chez eux. Si un jour Michael Cole ou JBL viennent commenter en France sur la chaîne Équipe ou à Media One et qui nous coupent, là j'espère qu'ils se sentiront coupables. Mais l'inverse aux États-Unis, non, c'est nous qui nous sentons coupables. Donc merci Michael, heureux d'être là, la francophonie, WWE Raw en intégralité, pour vous les amis, c'est cadeau. Et je me tais. Et Philippe qui fait simplement oui, comme on dit chez nous, oulala. Et à peine a-t-il fini le oulala que t'entends les éclats de rire de Michael Cole et JBL. Est ouvert et on y va à fond, Philippe. Et comme on dit chez nous, ouh là là. Whatever they said, I love it. It sounded very entertaining. Et JBL qui dit encore juste après, j'ai rien compris à ce qu'il vient de dire, mais ils sont divertissants les gars. I don't understand what he said, but it sounds entertaining. Et voilà, et Chéreau était fier de lui, et il faut savoir que oulala, c'est évidemment une expression française et une expression américaine connue quand il se passe quelque chose d'un peu olé olé,
On dit oulala, comme ça. Et c'était également un magazine érotique aux États-Unis pendant de longues années, qui dataient, un peu, je pense, des années folles, quoi, en quelque sorte. Les années folles. Prenez des cours d'histoire si vous ne savez pas. De toute façon, je ne sais pas moi-même, donc j'en prendrai aussi. Non, mais voilà, de longues années auparavant. Et le magazine n'existe plus, mais c'était bien avant Playboy et tout ça. C'était un magazine pas il me semble, pas vulgaire, mais plutôt érotique. Ok. Bon, après, je n'ai jamais vérifié, mais ça fait partie de la culture américaine, quoi, ce oulala. Et donc voilà, Michael Cole, JBL, mort de rire. Et je me dis, mais quel enfoiré, Chéreau, quoi. Le gars, juste avec oulala, il fait rire Michael Cole, il fait rire JBL à la télé américaine sur USA Network. Une augmentation. Oui, le soir, je me souviens être allé après sur les réseaux sociaux, tu vois, sur le hashtag Raw en version US, et les mecs, oh purée, le français incroyable et tout. Et ça avait été utilisé par What Culture dans les 10 moments les plus marrants ou un peu dingues. Dans un top 10, il l'avait mis carrément dans le top 10. Ils avaient mis Chéreau. 20 ans de passion, 15 ans de métier, des rêves plein les yeux et plein la tête, et c'est Chéreau qui vole la vedette avec son oulala. Mais c'est là où je dois m'incliner devant Philippe Chéreau, tout bien, tout honneur. Mais il a un talent certain, c'est pas pour rien qu'il dure aussi longtemps en NASCAR, en catch, à la télévision en général, et qu'il a pu faire tant de choses différentes. Je vous le rappelle, vous avez pu notamment l'entendre dans Cars, par exemple. Il a joué son propre rôle, le commentateur de course de NASCAR dans Cars, mais il a aussi fait Kung Fu Panda. J'ai jamais vu Kung Fu Panda, mais j'ai appris il y a peu qu'il l'avait fait. Nice. Donc voilà, et donc c'est quelque chose... Il a sorti le bon truc au bon moment, quoi. Voilà, c'est c'est sa vraiment, force. Moi, j'ai toujours sorti mon truc pas au bon moment, notamment dans les nuits strasbourgeoises. Mais Chéreau sait sortir son truc au bon moment, et ce qui fait qu'il a une si belle famille aujourd'hui aussi. Donc bravo Philippe Chéreau, c'était l'un de vos gros moments à ce Raw à Miami. Est-ce qu'on se fait plaisir et on passe directement au gros moment marquant de cet épisode ? Bah évidemment, ce qui reste aussi un des moments, moi c'est une de mes photos préférées, je suis minuscule dessus, mais on parle évidemment de l'arrivée du most electrifying man in all of entertainment, Oh yeah. The Rock, The Brahma Bull, The Rock, qui était là, évidemment, Miami. Donc il fait une apparition à WWE Raw. Je ne suis pas sûr qu'on était au courant. Après, peut-être l'avait-il annoncé, puisque c'était à Miami. Peut-être que la semaine précédente, ils avaient dit le Rock sera présent à Miami la semaine prochaine. En tout cas, c'est toujours ouf de partager un instant avec le Rock, que ce soit en entrevue au Georges V, de longues années auparavant. Tu pourras mettre la photo là si tu veux. Et l'autre photo sur mon Instagram également. Voir la différence. Bon, évidemment, on n'est pas côte à côte, mais on a tous les deux vieilli, il a pris du muscle, moi j'ai pris de l'âge, tout simplement. Mais c'est ouf, oui, de partager un instant, et c'est là où ça rend les choses très compliquées, ce que j'évoquais tout à l'heure, la trad, le rock, parce que ça va vite, et c'est chaud, et ce sont parfois des expressions, c'est sa force aussi, d'utiliser des expressions du moment, donc qui ne sont peut-être pas encore arrivées dans mon cerveau de petit français, qui n'est pas forcément totalement au courant de tout ce qui se passe aux États-Unis au niveau de la hype, au niveau de la culture, au niveau de tout ce que le rock pourrait citer en fait. Tu vois. Donc c'est extrêmement stressant. Donc c'est pas des segments où je prends forcément du plaisir. Je prends du plaisir à le voir arriver, à commenter son arrivée, à sentir cette folie, surtout à Miami. C'est toujours de ouf. C'est exceptionnel. J'en ai vécu quelques-unes et c'est toujours exceptionnel. Surtout là dans des petites salles en plus, c'est pas un stade. Déjà dans un stade, il y a quand même un côté particulier, c'est le rock, donc ça explose, c'est puissant. Mais dans une petite salle, le son reste puisqu'il y a le plafond, donc c'est tout aussi exceptionnel. Mais après, à partir du moment où il commence à parler, là le stress monte. Parce que, purée, est-ce que je vais réussir à tenir le rythme ? Est-ce que je vais réussir à tout traduire ? Est-ce que je vais réussir à comprendre tout ce qu'il dit ? The Rock qui fait son entrée pour derrière avoir un petit segment avec les New Day qui sont heal à ce moment-là, et les Usos qui viennent rejoindre The Rock, car bien entendu on rappelle que les Usos sont les cousins également de la famille de Rock, toute cette grande famille actuellement qui nous divertit tellement du côté de SmackDown, vraiment avec cette rivalité vraiment génialissime entre les Usos et Roman Reigns. Jay, qu'on a eu la chance d'interviewer avec Philippe Chéreau, je fais petit plug quand même pour la chaîne Catch Off, sur laquelle vous pouvez retrouver l'interview de Finn Balor, qu'on a été interviewé la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, et Jay qu'on a interviewé la semaine dernière. Cette semaine, une autre superstar, en général c'est publié le samedi,
Alors je ne vous donne pas de spoiler, mais c'est une superstar actuelle qu'on voit du côté de WWE Raw. Voilà. Vous avez déjà tourné ou Non, on tourne, là on enregistre cet épisode le lundi et on enregistrera notre interview avec cette personne mercredi, juste avant WWE Raw pour nos commentaires. Yes. Ben, j'ai justement regardé votre interview sur Catch Off parce qu'il y avait l'information dedans par rapport au retour potentiel de Jimmy Uso sur les rings, où Jey Uso parle d'une date de retour, etc. Mais si vous avez vu Clash of Champions, vous avez également vu Jimmy Uso lors de ce pay-per-view. Est-ce que tu as d'autres souvenirs particuliers par rapport à ce Raw où à la fin, donc on a la grande annonce par Stephanie McMahon du match qui aura lieu à Fastlane entre Brock Lesnar, Dean Ambrose et Roman Reigns. Le vainqueur de ce triple threat affrontera Triple H à WrestleMania pour le titre. Honnêtement, non. Pas plus de souvenirs que ça, parce que ce oulala, déjà, moi... Ça a fait la soirée. Ah bah, carrément, ça a fait de longs mois même, parce que Shiro est fier. Parce que Shiro est heureux, parce que Shiro est aux anges. Shiro, il va balancer ça à tout le monde pendant des mois. Ah ouais, quand on était aux États-Unis, là, j'ai fait oulala, vous auriez dû voir, attention, les audiences ont fait un pic. Enfin voilà. Donc non, j'ai pas de souvenirs particuliers, parce que comme dit, 3 heures déjà, c'est long. Et beaucoup de traductions, donc vraiment la concentration et le stress prennent le pas peut-être sur le plaisir, d'autant que les matchs sont souvent assez courts, mais on peut quand même noter également AJ Styles, Chris Jericho. Tout à fait, AJ Styles donc, c'est ses débuts, hein, vu qu'il vient de débuter au Royal Rumble, la veille, là il démarre du côté de Raw, et ça va lancer une petite rivalité entre AJ Styles et Chris Jericho, car Chris Jericho prend un petit peu AJ Styles de haut, en mode allez gamin, bienvenue dans les big leagues, etc. Un peu finalement comme lorsque Chris Jericho était arrivé, que le Rock avait pris Chris Jericho de haut finalement. C'est pas faux, c'est pas oui, les rôles s'inversent. Christophe Ajus, transition, on contextualise, enfin voilà. Ferme ta gueule. Les rôles s'inversent. Et donc AJ Styles, en plus, je veux dire, ça fait rêver quand même AJ Styles, Chris Jericho, du jamais vu à l'époque. Donc clairement, ça faisait rêver parce que c'était la première fois qu'AJ Styles allait enfin affronter tous ces noms qu'on attendait depuis des années en fait. Donc premier match entre AJ Styles et Chris Jericho, AJ Styles bat Jericho. Ils s'affrontent à nouveau la semaine d'après. Cette fois-ci, c'est Chris Jericho qui remporte le match. Donc logiquement, derrière, AJ Styles demande une belle à Chris Jericho qui aura lieu également à Fastlane. Donc, ce que je voulais tout de même citer, c'est qu'on vient de lire dans les résultats de Raw qu'apparemment quelqu'un est passé à travers votre table des commentaires. Non, pas à travers les tables. Non, et il passe par-dessus dans le main event, Rousseff, je crois. Ah, ok. Et propulsé par-dessus notre table ou sur notre table, mais pas à travers. Bon. Enfin, ou alors, j'ai vraiment plus de mémoire, mais... Parce qu'évidemment, quand l'Undertaker passe à travers ta table, derrière, avec tout le respect que j'ai pour Rousseff, c'est pas l'Undertaker, même si j'adore Rousseff. Mais... il aurait fallu que je sois Miro pour louper Rousseff passant à travers ma table. Donc, est-ce tu peux nous raconter un petit peu vos retours en coulisses Effectivement, on rentre en coulisses. Là, c'est pareil, c'est raw, donc c'est beaucoup moins tendu qu'un pay-per-view, qu'un WrestleMania. Une fois que la caméra est coupée, ça va très vite. Il se passe plus grand-chose. Les superstars font un petit peu le tour. Roman Reigns est dans le main event par exemple, donc il va faire vite fait le tour des premiers rangs, serrer des mains, prendre une ou deux photos comme ça peut arriver pour ceux qui ont été dans des live events. On le voit, ils font ça après leur match, ils prennent le temps de faire profiter les gens qui ont pris le billet au ringside. Donc ça se passe comme ça, mais nous très rapidement on va retourner au vestiaire. Et je pense qu'on avait un contact à la WWE, ce qui fait que on est assez respectueux, Philippe et moi, bien qu'on ait des passes backstage all area, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on peut aller partout. On va quand même rester à un endroit et puis attendre que notre contact soit là pour qu'il nous donne les instructions. Ok, c'est bon, vous pouvez y aller. En général, ça nous permet aussi, encore une fois, de remercier la personne qui s'est occupée de nous toute la journée, donc qui en général n'a pas que ça à faire, donc on est un peu un poids pour eux lorsqu'on débarque. C'est pour ça d'ailleurs que après ça va un peu moins se faire, parce que la WWE va se rendre compte que ça prend beaucoup trop de temps à leurs équipes alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire à côté. Donc ils vont plutôt privilégier des journées médias plutôt que de nous faire venir faire des interviews dans les vestiaires. Mais bon voilà, là c'est encore le cas. Donc on se met à la sortie de la Gorilla Position et on va attendre
gentiment, patiemment, que notre contact arrive, qu'on puisse lui dire au revoir. En fait, tout simplement, on va pas se barrer parce que après on revient pas. Évidemment, à la WWE, les mecs, ils vont pas tous attendre que tel officiel soit passé pour lui dire au revoir et tout. Ils le revoient le lendemain ou dans quelques jours. Nous, là, on se cassait pour de bon. On ne revenait pas avant WrestleMania. Donc, forcément, on veut par respect dire au revoir à Michael Cole, à JBL, à notre contact à la WWE. Donc, on est là, posé à la sortie de la Gorilla Position. Je vois encore la scène, comme dit. On est posé là, tous les deux debout, en attendant que je pense que Michael Cole sorte et que JBL sorte et que notre contact vienne nous récupérer. Et là, au loin, on voit Monsieur McMahon. Et comme dit, c'est rare de le croiser, de le voir. On l'a aperçu ici ou là, mais c'est assez rare quand même de l'apercevoir. Il est souvent quand même enfermé dans son bureau ou dans le bureau des auteurs. Et bref. Donc on le voit au loin, et puis il commence à marcher vers nous, et puis il commence à s'approcher, et il vient vers moi, et il tend sa main, et il fait « Good job, guys. Thank you very much. » Et pareil à Shero, « Good job. Thank you very much. » Et il s'en va, et pendant... Enfin, ça a dû durer 20 secondes, hein, mais pour moi, ça a duré 1 heure, parce que je le vois au loin. Je me dis, ah, bah, tiens, genre, j'ai peut-être fait à Shero, ah, regarde, il y a Monsieur McMahon, ou j'ai dû dire, peut-être, il y a Vince, tu vois, genre, aucun respect, mais bon, ah, il y a Vince. Oh putain. Et là, dans ma tête, je me dis, mais il vient vers nous, là. Putain, il vient vers nous. Putain, il vient vers nous. Putain, il sort sa main. Sors ta main, sors. Comme on voit dans les séries télé, mais c'est un peu ça. Moi, je suis figé comme un con. Je me dis, en plus, 3 heures d'Euro, je me dis, est-ce que j'ai les mains pas moites? Enfin, tu vois, je vais pas lui serrer la main. Enfin, c'est la première fois que je lui serre la main et je l'ai pas resserré depuis. Donc, bon. Donc, oh purée. Bon, sors ta main, sors ta main. Et donc, thank you very much, good job. Et moi, je pense que je lui ai dit, oh, thank you very much. Pareil, j'ai dû lui dire merci. Enfin, je sais même pas ce que je lui ai dit en toute honnêteté. Je sais que lui nous a dit merci, super travail. Je crois qu'il nous a dit, thank you very much, great job, I really appreciate, je crois. J'apprécie vraiment, pour la traduction littérale, quoi. Et donc, pour moi, ça a duré, comme dit, 1 heure, mais en vrai, ça a duré 20 secondes. Et c'est encore un instant gravé dans ma mémoire jusqu'à mon dernier souffle. J'ai serré la main de Monsieur McMahon, et plus que ça encore, il est venu de lui-même nous remercier et nous féliciter pour notre travail. Alors, le petit goût amer fait qu'il nous a remercié et félicité pour le oulala Chiro. Donc, ça fait mal au cul, hein, franchement, sérieusement. Bah, si, vraiment. Parce que j'espère faire du bon boulot. Il l'a pas précisé, peut-être que c'était un tout. Non, il n'a pas passé Raw à nous écouter dans le casque. Il nous a juste vu au moment où Chiro a fait oulala. Et ça l'a buté, quoi. Et il a dû se marrer, oui, parce que Michael Cole, JBL se sont marrés. Et je pense, et comme dit, ça a fait un moment ça a fait qui a été très vite. Télé. Exactement, aux États-Unis, ça a fonctionné. Encore une fois, j'étais allé voir après sur le hashtag Raw les réactions des Américains, et les Américains ont tous réagi. Mais c'est incroyable, ce mec est formidable, on le veut toutes les semaines, engagez-le. Et évidemment, moi, le connard que je suis dans mon cœur, se dit putain, fais chier. Pourquoi moi, parce que moi, je prends tout ça au sérieux. C'est la force de Chiro, ne pas se prendre au sérieux, mais le faire sérieusement. Pour moi, tout ça est sérieux, même si parfois je donne pas l'air d'être sérieux. Mais j'essaye, toutes mes bêtises, j'essaie de les travailler en amont, j'essaie de vous préparer des choses pour que ça ait un sens. Enfin, et certaines marges, d'autres pas du tout. Mais c'est pas aussi couillon que ça en a l'air. J'essaye de faire ça sérieusement. Et Chiro, avec un oulala, ben, il nous offre les félicitations de Monsieur McMahon. Bon. Bref, c'est grâce à Chiro, mais ça reste un moment gravé dans mon cœur et dans mon esprit jusqu'à la fin de mes jours. Parce que Monsieur McMahon a certainement plein de défauts. Il a fait parfois des choix discutables où il n'a pas poussé des superstars qu'on aurait aimé qu'il push. Ou le contraire, il en a poussé d'autres qu'on n'aurait pas aimé qu'il push. Mais aucun de nous ne serait là s'il n'y avait pas eu Monsieur McMahon, s'il n'y avait pas eu cette idée qu'il a eue dans les années 70-80, aux côtés d'abord de son papa, puis ensuite tout seul. Et donc, ça reste le top. Je pense que c'est comme dans les jeux vidéo, quelqu'un qui va rencontrer le patron de chez Nintendo, ou Miyamoto, je crois, le créateur de... C'est ce que je cherchais aussi. Mais... De Mario, voilà. Enfin, je pense, c'est comparable à ça, quoi. C'est-à-dire que là, moi, je dois ma vie tout entière à Monsieur McMahon. C'est nul de le dire, mais c'est vrai. Sans Monsieur McMahon,
j'aurais certainement pas été fan de la WWE et j'aurais eu une vie totalement différente. Tout ce que j'ai pu accomplir professionnellement et beaucoup de choses personnellement, parce que le boulot m'a permis d'évoluer intellectuellement et psychologiquement vers l'être apaisé que vous voyez aujourd'hui devant vous, je le dois en grande partie à Monsieur McMahon. Donc c'est ouf, quoi. Il vient, merci, super boulot et j'apprécie ce que vous faites. Encore une fois, après lui, il est parti, il allait bouffer, mais c'est ouf. Il sait pas tout ce que ça représente pour un mec comme toi. Je pense que si, c'est peut-être aussi pour ça qu'il l'a fait. Ouais. Je pense évidemment qu'il doit le savoir. Évidemment que, pas forcément pour un mec comme moi, dans le sens, il sait pas forcément que je suis fan de la WWE depuis tant d'années et que c'était un rêve d'enfant de faire et d'arriver où je suis arrivé. Mais il sait forcément ce qu'il représente dans l'entreprise. Et même si Philippe Chaud n'est pas fan, et il a été touché de la même manière. Voilà. Il a été impressionné de la même manière, et c'est quelque chose qu'on a répété pendant des mois quand on est rentré à Paris, où parfois on est moins bien considéré chez nos amis de Media One, alors que ça fait 20 ans qu'on y est, et qu'on voit Monsieur McMahon qui vient nous serrer la main, Stéphanie McMahon qui vient prendre une photo avec moi à la fin d'un show. C'est des choses qu'on a rappelées à certains de nos patrons de l'époque pour leur montrer qu'aux États-Unis, ils savent quand même un minimum flatter l'ego, pour dire ça de manière pas forcément belle, un peu de mais reconnaissance. En tout cas prendre soin un peu de leurs employés, quoi. Oui, non, parce que je veux dire, il y a des employés qui sont à la WWE qui sont peut-être pas forcément autant fans de catch. Il y en a plein. Ou alors ils sont fans de catch, mais je veux dire, pour toi c'est encore différent. T'étais fan de catch, mais en France, là où on avait très peu d'accès au catch, à une période où... C'est pour ça, tu vois ce que je veux dire. Certes, n'importe qui va être impressionné que Vince McMahon lui serre la main, mais un mec comme toi qui suit ça depuis 30 ans à ce moment-là, qui a vu Vince McMahon faire... Moi, j'ai revu, je sais que je vous fais à chaque fois le coup, mais moi, sans rire, j'étais là, dans mon esprit. Ça revenait au Royal Rumble 89 où j'entends Vince McMahon énumérer les superstars. Hulk Hogan, Bad News Brown, Hakeem the African Dream. Enfin, ce genre, ou le main event. Tonight, face à face with a super clash. The Twin Towers versus the Mega Powers. La voix de Monsieur McMahon résonne dans mes oreilles depuis que je suis gamin sans savoir que c'était lui. Et c'est les premiers mots d'anglais que j'ai appris par cœur sans savoir ce qu'il voulait dire. Et sont de la bouche de Monsieur McMahon. Donc, arrivé... on est en 2016, donc presque... j'ai 36 ans, donc près de 30 ans plus tard, dans un vestiaire de catch, lui serrer la main, c'est un peu comme le film de Page. Je suis retombé dessus ce week-end par hasard, j'ai regardé 5 minutes, je l'avais déjà vu. Mais voilà, quand elle arrive dans le vestiaire et qu'elle tombe sur le rock, même s'il y a beaucoup moins d'années qui séparent le top du rock où Page était fan et le moment où elle arrive dans le vestiaire de la WWE, moi il y a 30 ans, il y a le gamin dans son canapé qui entend Monsieur McMahon, qui se dit « ce mec, c'est qui ?» Puis qui découvre plus tard qu'il est le président et toutes ces histoires, et qui finit par lui serrer la main et obtenir, certes court, mais remerciement de sa part pour le travail accompli, quoi. Donc c'est... Normalement, c'est la fin du film. Oui, non mais là, on sort et on me tire une balle dans la tête. On le verrait en train de grandir et ça se terminerait sur cette poignée de main. Genre waouh. Mais ouais, grand moment pour vous. Donc bon, ce week-end se termine parfaitement bien du coup quand même. T'es I'm on top of the world. Je ne peux pas imaginer. Le grand patron qui vous serre la main. Donc bon, on voulait vous raconter cet épisode de Raw parce que ça t'a marqué, j'imagine, incroyablement. J'imagine, je pense. Stéphanie McMahon, la photo la veille, Vince McMahon qui check le lendemain. Mais on dîne ce week-end, les gars. Oui. Allez, y a pas, c'est comme j'avais dit à Nathalie, il n'y a pas d'histoire d'âge entre nous, Nathalie. Non, mais arrêtons de faire des faux semblants, photos, poignées de main. Allez, on va manger, on se prend une petite location Airbnb pour les vacances. T'emmènes Triple H si tu veux, j'emmène Chéro si ça vous dérange pas. Il sera content de venir. Et voilà, on profite, on s'apprécie. Visiblement, il se passe un truc. On s'apprécie. Vous voulez m'adopter? Ok, maman, papa, tant pis. On a passé de belles années ensemble, la raclette était bonne, mais Monsieur McMahon veut que j'entre dans la famille. Christophe McMahon. Voilà. Christophe McShay. Christophe McCount, voilà. Il connaît mieux Eva que moi maintenant. Purée. La star des réseaux sociaux, quoi. Parce que j'ai l'impression que t'as mixé McCount et One Night Stand. Exactement, McShane. Christophe a juste m'acheté. Donc voilà, ça c'était pour le Raw du lendemain du Royal Rumble. Comme vous pouvez l'imaginer, le prochain épisode sera bien entendu consacré à WrestleMania 32. Tout à fait, avec beaucoup de joie, très bon WrestleMania, mais également une énorme déconvenue.
Je vous en dirai peut-être un peu plus à la fin de l'épisode pour le côté teasing. Mais donc là, on va rapidement, mon cher Ali, hein, je fais tout maintenant, je raconte mes anecdotes et je fais les transitions, il n'a plus rien à faire. C'est une feignasse. C'est pas faux. On va passer au pay-per-view justement entre le Royal Rumble et WrestleMania pour arriver très bien sur WrestleMania. Tout à fait, donc là on a 2 pay-per-view entre le Royal Rumble et WrestleMania. D'abord Fastlane, ensuite Roadblock. Honnêtement, ça, ce sont un petit peu des pay-per-view pour combler ces 2 mois, parce que tout le monde attend WrestleMania. Oui. Donc on va très rapidement passer sur les cartes, et surtout s'intéresser à chaque fois au main event. Donc d'abord, lors de Fastlane, au niveau du pré-show, on a Kalisto qui affronte Alberto Del Rio dans un 2 out of 3 falls match. Kalisto qui bat Del Rio pour conserver le titre des États-Unis. On a pu voir beaucoup de personnes dans les commentaires qui disent que Kalisto a l'air d'être vraiment un très chic type, en tout cas d'après ce que tu racontes. Et que sans, bien sûr. Parce que comme il effectue un heel turn dans mes commentaires de mes vidéos de SmackDown, les gens me disent mais depuis qu'on a écouté Christophe, maintenant on peut pas le détester. On peut pas ne pas l'aimer. Mais aimez le méchant. Ensuite, on passe à la carte principale. Pour info, à ce moment-là, Becky Lynch et Sasha Banks qui font équipe. On avait d'ailleurs oublié, ça fait partie des choses qu'on avait oubliées au Royal Rumble, Sasha Banks qui revenait pour s'en prendre à Charlotte. Et derrière, en fait, Sasha Banks qui quitte la Team Bad. Elle se fait même un petit peu expulser, on va dire, par Naomi et Tamina les semaines précédentes lors de Raw. Et là, c'est Becky Lynch, une alliée qui sort un petit peu de nulle part, on va dire, qui finit par l'aider. Donc lors de ce pay-per-view, justement, cette alliance un peu improbable, Becky Lynch et Sasha Banks qui battent les 2 autres anciennes membres de Team Bad, Naomi et Tamina. On continue avec Kevin Owens qui bat Dolph Ziggler dans un match pour le titre intercontinental, car Kevin Owens venait de récupérer le titre intercontinental à Dean Ambrose. Ou de Dean Ambrose, on devrait dire. De Dean Ambrose. On enchaîne avec la Wyatt Family qui est en rivalité à ce moment-là avec 3 des big men de la WWE, Big Show, Kane et Ryback. Et j'étais un petit peu étonné par le résultat dans le sens où c'est Big Show, Kane et Ryback qui remportent ce match. Mais il y aura une revanche par la suite lors des épisodes de Raw. Charlotte qui bat Brie Bella. Brie Bella avait obtenu ce match d'abord parce qu'elle avait réussi à battre Charlotte lors d'un épisode de Raw. Donc voilà, ça lui avait mérité ce match. Mais Charlotte qui remporte le match avec un figure 8. Et là on passe au un des matchs intéressants, on va dire AJ Styles contre Chris Jericho. AJ Styles qui remporte le match avec son Calf Crusher. Et on va dire que c'est l'un des premiers bons gros matchs solo de AJ Styles à la fédération où les gens le découvrent. Et voilà, on sait à quel point il est talentueux. C'est vrai. Mais il fallait que... Étonnamment quand même, elle a moins marqué les esprits de ce qu'on aurait pu imaginer contre Chris Jericho. Quand je pense à AJ Styles grand match, je pense d'abord à John Cena, par exemple. Ouais. Et c'est vrai qu'on était tous très impatients de voir AJ Styles Chris Jericho, parce que c'est vrai que c'est un match de rêve de 2 superstars finalement assez similaires dans le talent et puis aussi dans le parcours. AJ Styles, c'est un de ces derniers à avoir parcouru le monde, comme Chris Jericho l'avait fait, comme Eddie Guerrero notamment. Cette génération des années 90 qui va exploser, Dean Malenko aussi, et puis l'autre superstar qu'on cite le moins possible, bien sûr. Donc c'était quelque chose qu'on attendait vraiment, et en tout cas pour moi, c'est resté une petite déception cette rivalité, parce que j'ai pas de souvenir d'un match référence entre AJ Styles et Chris Jericho, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je suis d'accord. Vous voyez ce que je veux dire. Je suis d'accord. On voit très bien. Merci. C'est parce qu'en fait, moi, bizarrement, je ressentais cette rivalité comme une rivalité de mid-card. Je sentais pas, en fait, encore totalement la WWE pusher Styles comme un main eventer. Ouais, mais bon, t'arrives et on te fait feuder contre Chris Jericho, c'est quand même pas mal, même si c'est vrai qu'on a connu du Chris Jericho Fandango. Donc, et c'est exactement ce que j'avais en tête. Je veux dire, voilà, c'est pas forcément... quand tu affrontes Jericho, c'est bon signe, mais ça veut pas forcément dire qu'on va totalement miser sur toi. Ouais. J'avais l'impression que c'était un test, et d'ailleurs, il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de journalistes qui expliquaient, et Jay Styles lui-même qui l'a dit dans des interviews, que lors de ses premiers matchs, Vince McMahon n'a pas totalement apprécié AJ Styles, donc apparemment... il était un oulala près de réussir à la WWE. Le mec, il serait arrivé oulala. Thank you AJ Styles, really, why didn't we hire you before? Oh, you know Shero. As my personal friend. Mais non, là en fait, apparemment AJ Styles, lors de ses premiers combats, il retournait en coulisses, et Vince McMahon est allé le voir en lui disant, là, ce que tu fais, toutes les autres superstars qui sont en coulisses, elles le font aussi. Moi, je t'ai pas signé pour ça. Je t'ai signé apparemment parce que tu vaux mieux que ça. Donc, je veux voir quelque chose de plus. Et le terme qu'a utilisé Vince McMahon à ce moment-là, et que AJ Styles ressort tout le temps parce qu'il n'a pas particulièrement aimé, mais il l'a fait, c'est Vince McMahon lui a dit « Je veux voir un pitbull. Je veux voir un pitbull, soit agressif, etc. » Et c'est vrai que derrière, AJ Styles a vraiment...
encore plus, on va dire, améliorer la gestuelle de ses prises, que ce soit les phénoménales forearms, etc. Il est devenu un peu plus intense. Et je pense que c'est là derrière où il a explosé. Sa rivalité en plus comme contre John Cena, clairement l'a énormément aidé, ça c'est sûr. Mais oui, là, à ce moment-là, moi j'avais encore un peu peur pour AJ Styles. J'étais Non, mais pas... c'est normal aussi. Et ça faisait 24, enfin pas 24 heures, Oui, mais 3 semaines ou c'est 2 sûr. semaines qu'il était là. C'est sûr. Évidemment qu'on n'est jamais sûr que la WWE, les officiels vont avoir une confiance aveugle en une nouvelle superstar, encore plus AJ Styles, qui, on le sait, n'est pas quelqu'un d'extrêmement grand, Oui. même s'il a une expérience de ouf et que son physique n'est pas déplorable, Non. mais il est assez petit, AJ Styles, donc enfin, dans le monde de la WWE, dans le monde de tous les jours, il est de taille normale, mais dans le monde des titans de la WWE, c'est pas un géant. Donc évidemment, on avait tous un peu cette crainte qu'AJ Styles soit pas utilisé à sa juste valeur. Mais heureusement, ça se passe bien par la suite. Avant-dernier match, petit match pour attendre avant le main event. Curtis Axel qui bat R-Truth. Et on passe au main event. Roman Reigns contre Dean Ambrose contre Brock Lesnar. Alors, je me rappelais un petit peu du scénario de ce match, dans le sens où Roman Reigns et Dean Ambrose veulent un petit peu se débarrasser de Brock Lesnar. Donc, au bout de quelques minutes, ils le font passer à travers l'une des tables des commentateurs avec un double powerbomb à la manière du Shield. Puis Roman Reigns et Ambrose reprennent le combat. Lesnar, bien entendu, une table, ça suffit pas, il revient dans le combat. Donc Roman Reigns et Ambrose reprennent Brock Lesnar, ils le font passer à travers l'autre table des commentateurs cette fois-ci, donc l'anglaise puis l'espagnole. Mais Lesnar revient encore une fois à la fin du match. Foiré. Il se relève après être passé à travers les deux tables des commentateurs. Donc vers la fin, Dean Ambrose intervient avec une chaise. Il s'occupe de Lesnar, il s'occupe de Roman Reigns se réveille. Reigns effectue le spear à Dean Ambrose et il remporte le match. Donc Roman Reigns va affronter Triple H au prochain WrestleMania. Tout à fait. Et justement, Triple H fait son entrée pour confronter Roman Reigns. J'ai regardé ce segment juste avant, personnellement, sur le network. Tu parlais toi-même un petit peu de cette phase qui était un petit peu... On s'en souvient pas forcément, c'est pas ce qui nous a le plus marqué, on va dire. Bah, moi, je disais que le Royal Rumble m'avait marqué parce qu'il était quand même, bien que le résultat n'ait pas plu à grand monde, était Ouais. vraiment plaisant, notamment avec les débuts des J Styles. Après, c'est vrai, et c'est plutôt toi, je veux pas te balancer, C'est mais plutôt moi. c'est plutôt toi qui disais que ça a été une phase de transition de cette fin d'année jusqu'à WrestleMania où toi-même t'avais un peu lâché l'affaire, je crois. Bah, j'étais moins intéressé parce que je suis... Et certains d'entre vous dans les commentaires aussi on partageait l'avis de Ali. Mais ce qui me gênait un petit peu, oui, c'est qu'on avait l'impression qu'ils ont mis le titre à Triple H parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre. Et pour moi, je trouve que c'est un peu marquant à la fin de Fastlane, quand Triple H arrive en costard et qu'il confronte Roman Reigns, le jeune mec superstar, super-héros de 25-26 ans. Oui. Je trouvais qu'il y avait un décalage entre les Après, deux. En c'est fait. quelque chose qui s'est quand même beaucoup fait dans Non, l'histoire du ouais, catch c'est vrai. aux États-Unis. Pour les très anciens à la NWA, Harley Race, Ric Flair. Mhm. Harley Race, c'était un peu ce champion vieillissant. Je crois qu'il était déjà 7 ou 8 fois champion du monde quand Ric Flair va le battre. Je pense 7 et il le récupère derrière, je crois. Bon, vous vérifierez et je présenterai mes excuses dès le prochain épisode. Mais et c'est aussi arrivé à la AWA avec, comment s'appelle-t-il, ce catcheur très qui fait preuve d'une grande éloquence. Il était champion à la AWA, champion du monde. Il est Hall of Famer de la WWE. Et il était connu pour son intelligence au micro. Ça ne te dit rien ? Non. Non ? Ah mince, bah, son nom maintenant ne me revient plus. On va vérifier. C'est pas Nick Bockwinkel. Nick Bockwinkel, exactement, Ali qui retrouve, tout à fait, merci, ouais, Nick Bockwinkel, qui était en rivalité avec Hulk Hogan, Ok, ouais. tu vois, et Nick Bockwinkel, c'était un petit peu comme Triple H à ce moment-là, costume, Ok. et des costumes pas forcément noirs, mais des costumes un peu de tous les jours auxquels tu vas bosser quand tu es dans une entreprise, et face à lui, tu as Hulk Hogan, musclé, jeune, qui est en train de lancer la Hulkamania, avant évidemment de la développer, de la faire exploser du côté de la WWE. Donc c'est quelque chose qui est assez fréquent Mhm. dans l'histoire de catch, d'utiliser ce choc des cultures, Ouais, c'est vrai. cette confrontation entre l'ancien bien établi, sûr de lui, et puis ce jeune loup tout aussi sûr de lui. Ric Flair, Sting aussi. Mhm. Ric Flair était déjà très établi lorsque le jeune Sting, complètement foufou, quand on réentend les premières promos de Sting, c'est un surfeur un peu concon. Alors que... Mais qui marche très bien avec la foule. Et il y a ce fameux match au premier Clash of Champions où 45 minutes time limit draw qui fait Sting, comme on dit, traduction littérale de l'anglais,
qui made Sting. En un match, Sting était une superstar, était un main eventer. Mais avant cela, il y avait cette confrontation entre le costard, l'ancien, le champion établi, et ce jeune loup Sting qui plaît au jeune public. Bon là, avec Roman Reigns, c'est un peu moins le cas, mais je comprends cette confrontation. Mais voilà, ça fait partie de l'histoire du catch, ça a souvent été comme ça. Vrai, c'est un schéma qu'on a déjà vu, mais oui, non, je sais pas. Après, voilà, vous me connaissez un petit peu dans la cloche maintenant, c'est vrai que peut-être que je suis pas totalement objectif par rapport à Triple H. Ah ouais. Donc peut-être que si ça avait été une autre légende, ça m'aurait plus plu. Mais là, oui, je trouvais pas forcément Triple H à sa place. Après, ça reste Triple H, quand tu lui donnes le titre, malgré tout, il est super crédible. Ça, on peut pas lui enlever. Ah oui, c'est ça. Ça, on peut pas lui enlever. C'est vrai. Donc, on enchaîne avec le dernier pay-per-view avant WrestleMania 32, Roadblock. Alors là, il y a un match au niveau du pré-show, je sais même pas ce que c'est. Mark Henry contre Randy Sharp. Alors, c'est pas le pré-show, hein, c'est Dark Match. Dark match, d'accord. Oui, donc là, c'est... Mais alors, je ne sais absolument pas qui est Randy Sharp. Toi non plus. Donc en fait, c'est un dark match. Mark Henry qui affronte Randy Sharp, un catcheur qui a fait un match à la WWE. Ensuite, Mais il y a certainement quelqu'un dans les commentaires qui dit mais oui, Randy Sharp, champion à la Battle Star, c'est quoi le Battle Arts. Battle Arts, pardon. Oui. Non, je connais cette fédération, mais là c'est. Mais voilà, oui, Randy Sharp, bien sûr, Randy Sharp, évidemment. Goldust contre Victor accompagné par Connor, une équipe malheureusement qui aura jamais vraiment eu de chance dans le roster principal. Non, effectivement. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Parce qu'ils ont le physique, ils avaient quand même... On n'aura pas vu assez pour juger en fait, limite j'ai envie de dire au final. Ouais. Non, ils n'ont pas eu leur chance. Non. Mais après, c'est pareil, s'ils étaient restés à NXT, est-ce qu'il y avait grand-chose à faire non plus? C'est le genre de gimmick... Il y a vraiment que les Road Warriors, justement, à l'occasion d'évoquer évidemment le décès d'Animal, qui ont réussi à durer, mais très certainement parce que c'était les premiers. Ouais. Qui, dans ce registre-là, parce qu'il y a eu les Powers of Pain, qui était une copie, version WWE des Legion of Doom, Road Warriors, c'est-à-dire le Warlord et le Barbare. Le Barbare, qui est un membre de la famille aussi éloigné des Samoans, qui fera partie d'ailleurs des Headshrinkers, vers la fin des Headshrinkers, au nom de Sinoi. Sioni. Bon bref, et il y aura aussi les Demolition qui sont vraiment restés dans l'histoire parce que leur règne de champion par équipe de plus d'1 an a mis des années à être battu par le New Day finalement, mais pareil, ils n'ont pas eu la longévité des Road Warriors, parce qu'ils ont eu ce titre, ils ont tenu quelques années ensuite, puis ils se sont séparés, l'un d'eux est devenu Repo Man, et ensuite est allé à la WCW jouer un golfeur, je crois. Ah oui, Christophe a juste quand même. Ah oui, je me souviens souvienne de trucs. Non, je sais pas ce que j'ai fait il y a 5 ans, mais vous voulez me parler des Demolition, je peux. Bon, mais voilà. Dommage pour l'ascension. Il y avait du potentiel. Je sais pas bien vraiment ce qu'ils auraient pu faire mieux, la WWE, parce que c'est chaud, mais dommage pour eux. Par rapport à ce show, on peut citer un match intéressant, il faut savoir Ok, les autres, on s'en fout. Non mais, parce que d'autres matchs sont assez basiques. Chris Jericho contre Jack Swagger, Jericho qui gagne, le New Day qui bat la League of Nations. Mais il faut savoir qu'on a un match de NXT Ouais. de manière exclusive lors de ce pay-per-view, car ce sont deux équipes qui ne font pas encore partie du roster principal. Les champions par équipe de NXT, j'allais dire les FTR, mais les Revival, donc. Les Revival contre Enzo et Cass, accompagnés par Carmella à l'époque. Tout à fait. Et j'avoue que juste avant, quand j'ai lu la carte du show, mais d'un coup, j'ai eu de super bons souvenirs de Enzo et Cass, quoi. C'est une équipe qui, bon, voilà, après, ils ont eu des soucis, blabla, ça, c'est pas ce qui nous intéresse là, mais je veux dire, à cette période-là, ils étaient très bons. Moi, Oui, enfin, en tout cas, ils avaient un bon duo. Ça ressemblait beaucoup aux... les Outlaws, purée, que je trouve pas avant... Le Road Dogg Jesse James, c'est pas les New Age Outlaws. Je sais pas pourquoi ça ne me venait plus. Les New Age aussi, oui, parce que finalement, leur entrée, mais après, dès que le match commençait, il y avait quand même... Il y avait de l'impact d'Enzo, le côté bordélique d'Enzo et l'impact de Big Cass. Mais ce qui m'a frappé durant cet été sur la chaîne L'équipe, c'est justement le premier été où il débarque, me semble-t-il, au Barclays Center, où c'est la folie furieuse. Puis 1 an plus tard, ils se sont séparés. Enzo, il catch dans ce match horrible. Enzo, toujours Big Cass contre le Big Show, avec Enzo qui est attaché au-dessus. The Shark Cage. Exactement. Et la réaction, ça y est, c'est fini, en fait. Et ils avaient un bel acte. Je crois qu'ils n'ont pas su évoluer. Et puis, bon, à mon avis, ils ont quand même pas mal pris la grosse tête.
pour avoir vu des interviews, tout ça, voilà, Enzo était pas très apprécié. Moi, j'ai pu voir dans les vestiaires qu'Enzo, parfois, allait un petit peu taper la discute, style je suis Enzo, et trucs, et que les mecs l'évitaient un peu, ou en tout cas, c'est ce que je ressentais. Alors, est-ce que c'est parce que je lisais sur Internet que les mecs l'aimaient pas trop, que j'ai ressenti ça comme ça? Mais c'est l'impression que ça me donnait, quoi. Parfois, il avait l'air un peu vouloir s'intégrer, quoi, et ça marchait pas trop. Et ayant connu ça aussi, d'ailleurs, vouloir faire un peu style, ouais, je fais partie du truc, alors que non, les gens n'ont rien à foutre de moi. Non, mais tu rigoles, mais bon, c'est vrai, et ça m'arrive encore aujourd'hui. J'ai ressenti un peu ça avec Enzo. Et il faisait pas... en tout cas, avec nous, il a jamais eu le... Bon, on l'a jamais interviewé ni rien. On l'a interviewé. Mais il a pas fait style, il avait la grosse tête ou quoi. Il était plutôt sympathique. Et il avait l'air sympa dans les vestiaires aussi. Mais tu sentais qu'il y avait une sorte de gêne. Beaucoup de succès très rapidement. Donc ça peut quand même monter à la tête. Et puis Enzo, il y avait toujours ce passé comme quoi apparemment Enzo n'était pas un fan de catch. Et qu'au final, s'il a signé à la WWE, c'est parce que il s'entraînait à la même salle que Triple H. Non, où ils avaient un entraîneur en commun. Voilà, il s'entraînait dans la salle d'un très bon ami de Triple H, qui était son préparateur physique, qui l'est peut-être encore. Et c'est comme ça que le préparateur physique a filé une cassette à Triple H, et que Triple H a en quelque sorte pris Enzo sous son aile. Voilà. Donc ça, évidemment, ça crée des jalousies aussi. Aussi, même si le mec est le plus sympa du monde, mais en plus, visiblement, il avait un peu ce côté showman qui est cool. Si tu veux faire du catch, vaut mieux. Mais après, il faut savoir être un peu off dans les vestiaires, surtout quand t'es un nouveau venu. Il faut savoir un petit peu courber les chines et puis se taire quand il faut se taire. Là, il y a cette anecdote réputée où... qui est raconté par un des membres des Vaudevillains dans cette vidéo YouTube très célèbre. Ah oui, Gotch. Simon Gotch qui raconte, ou quelqu'un raconte une vieille anecdote du catch, et Enzo dit ah ben non, il aurait pas pu faire ça. Et il confond deux catcheurs parce qu'il connaît pas les surnoms de tel ou tel catcheur. Voilà. Oui, non, bon, il n'était pas super apprécié, mais moi je sais qu'en tant que fan de 10 ans, à cette époque bien entendu, quand ils arrivaient dans le ring, j'étais trop chaud pour leur promo à chaque fois. Mais oui, certes, le match, on s'en fiche derrière. Oui, c'est ça le catch. C'est le plaisir, c'est comme les New Age Outlaws, encore une fois. Moi, ça fait partie des trucs que je gueulais à la fac. J'ai impressionné mes camarades de fac pendant les 6 mois où j'y étais. Oh, mais tu parles trop bien anglais. Mais non, en fait, j'ai juste appris par cœur le truc des Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, Children of all ages. Enfin voilà, quand tu sors ça à des gens qui parlent pas forcément anglais, ils se disent oh purée, mais ils parlent trop bien. Non. Et Enzo et Cass, pour une génération, toi, du haut de tes 10 ans, c'est la même chose. Ouais, ils m'avaient marqué. Donc voilà ce petit match assez cool de la part de NXT, les Revival qui battent Enzo et Cass. Et je pense que les gens ont dû vraiment apprécier ce match. Et derrière, du coup, ça va permettre en fait aux gens de connaître un petit peu les Revival et Enzo et Cass quand ils Revival aussi, malheureusement, dommage. Oui, ça colle pas forcément à l'époque, à la WWE d'aujourd'hui. Mais voilà, moi, il me faisait penser énormément aux Brainbusters, qui n'ont pas fait non plus long feu à la WWE, qui ont eu un titre, mais qui sont très vite partis pour d'autres raisons, parce qu'à l'époque, Tully Blanchard aimait sniffer des choses. Oui, c'est comme ça, malheureusement. Arn Anderson a tenu un peu plus longtemps, parce que Tully Blanchard s'est fait virer pour ça. Mais voilà, Revival, j'aurais aimé qu'ils réussissent, parce que c'est le genre d'équipe que j'aime beaucoup. Et je suis pas le seul, je pense que beaucoup de fans de catch adorent ce genre d'équipe. Après, le grand public... Et puis dans la WWE d'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais c'est dommage. Malheureusement, ils donnent plus forcément autant d'importance aux divisions par équipe. Ou alors c'est plus de manière ponctuelle. Parfois, on va avoir des très belles phases avec de très grosses rivalités pendant 2-3 mois. Puis le titre va un petit peu passer aux oubliettes pendant quelques mois. Je pense que le Revival a souffert du fait qu'il n'y avait pas Cesaro dans cette équipe. Parce que mine de rien, quand Cesaro est dans une équipe, ça marche. Parce que Cesaro, Nakamura au début, bon... Et finalement, je suis désolé, mais les semaines passent et moi j'adore, ne serait-ce que leurs petites interactions, une phrase chacun, et puis le catch qu'ils proposent. Enfin, Cesaro a vraiment un nez pour le catch par équipe. Oui, non, très très bon. Et puis moi j'avoue que j'ai été super heureux de voir Sami Zayn remporter les titres hier soir. C'était une très belle surprise. Quel match. C'est ouf d'arriver en 2020 et d'arriver à encore faire quelque chose d'inédit et de divertissant, en plus dans une salle vide. Bon, certes, il y a les écrans, mais dans un match de l'échelle, où pourtant, moi, je ne pense pas avoir loupé un seul match de l'échelle de l'histoire de la WWE, parce que je pense les avoir tous commentés jusqu'à il y a quelques années, où on a arrêté de commenter les pay-per-view et les DVD, mais et là, j'ai été plusieurs fois surpris, étonné, et donc bravo à Jeff Hardy et Jay Styles, et évidemment, bien vu Sami Zayn, puis je l'avais dit dans mes pronostics, donc je sais ça quand t'avais misé sur Zayn. J'avais misé sur Zayn, moi j'ai pas peur de faire un gaffe, moi. J'ai pas peur, moi.
Alors, ce qui est incroyable, c'est de dire que Jeff Hardy, même 20 ans plus tard, il nous ressort la Swanton Bomb du haut d'une échelle et c'est toujours aussi impressionnant, c'est toujours aussi C'est vrai. violent. Et Euh, 20 ans plus tard, contrairement à ce qu'on a de cesse de répéter sur Jeff Hardy, il continue à les perdre. Bon, récemment, WrestleMania, il l'avait gagné avec Matt, mais beaucoup des matchs de l'échelle qui ont rendu célèbre Jeff Hardy, il les a paumés. Bah oui, les TLC notamment, c'était Edge et Christian. Tout à fait. Et puis l'Undertaker, à Raw, pour le titre de champion. Donc, ouais, non, en tout cas, très bon match de l'échelle. N'hésitez pas à checker Clash of Champions, WWE Network. Charlotte Flair qui bat Natalia. Donc, on repasse au match, big match de la soirée. Brock Lesnar, le match que je vous ai gardé pour cette vidéo, bien Voilà, entendu. il voulait pas vous spoiler. Ça, c'est le talent de Ce Ali. que Moi, je voulais l'avais pas vous zappé, dire, le match. C'est que Brock Lesnar. Déjà, qu'est-ce qu'il foutait là Roadblock. D'où Brock Lesnar, il est à Roadblock. Déjà, il C'est était vrai à que là, Fastlane. Il était à Fastlane Il le faisait des mois heures d'avant. sup hein, en 2016 encore, Brock En plus, Lesnar. pour 4 minutes. 4 minutes, le mec payé 1 million, bam, 4 minutes. Ah, si moi aussi je pouvais être 1 million en 4 minutes. Donc, on n'a pas précisé, je crois, que d'abord, il faut savoir que Brock Lesnar a déjà son match pour WrestleMania qui est prêt. Oui. Car le lendemain de Fastlane, Brock Lesnar, en fait, a reproché à Dean Ambrose de lui avoir coûté son match à Fastlane et donc sa chance pour le titre à WrestleMania 32. Donc Brock Lesnar a attaqué violemment Dean Ambrose le lendemain de Fastlane, Dean Ambrose qui a dû quitter l'arène en ambulance, etc. Un peu plus tard, lors de Raw, Brock Lesnar lance un Open Challenge, Paul Heyman qui lance l'Open Challenge pour Brock Lesnar, n'importe qui souhaite affronter Lesnar à WrestleMania 32. Et là, l'ambulance revient, Dean Ambrose qui conduit l'ambulance, et Dean Ambrose qui propose un no holds barred match à Brock Lesnar à WrestleMania 32, un match qui fera énormément parler. Donc Brock Lesnar a déjà son match à WrestleMania 32, mais la WWE décide de revenir à cette rivalité qui avait démarré au Royal Rumble, qu'on a cité lors de la dernière vidéo. On se demandait tous les deux pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas eu au final de grands matchs. Lesnar contre Bray Wyatt, c'est en fait parce qu'il était prévu lors de Roadblock. À Roadblock, on devait avoir Brock Lesnar contre Bray Wyatt, sauf que quand Bray Wyatt fait son entrée avec Luke Harper, il annonce d'un coup qu'il a pu avoir les faveurs des officiels, etc. et que ce match va être un 2 contre 1. Luke Harper va affronter Brock Lesnar avec lui, mais en fait, en réalité, Luke Harper est ajouté au match parce que Bray Wyatt est blessé. Apparemment, il est blessé au dos à ce moment-là. Ah oui. Donc, Donc c'est pas le bon moment de faire un match contre Lesnar. Exactement. Même de 4 minutes. Parce que... Donc en fait, il faut savoir que Brock Lesnar fait son entrée, il monte sur le ring, et à partir du moment où Lesnar monte sur le ring, Bray Wyatt descend, et il ne remontera plus sur le ring. Salut, Il ne participera plus du tout au match, je me casse. car ces pay-per-view, vous les commentiez quand même en VF, mais d'ici. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, Oui, oui. dans les studios de la plaine Saint-Denis, tout à fait. Mais donc voilà, juste pour préciser au final qu'on n'a jamais eu ce match réellement, Brock Lesnar contre Bray Wyatt, parce que Bray Wyatt était blessé à ce moment-là, et malheureusement il va même enchaîner les blessures lors des prochains mois. On peut citer Sami Zayn qui bat Stardust dans un match, un joli petit match, Sami Zayn Cody Rhodes, et on passe au main event, Triple H contre Dean Ambrose, Triple H qui conserve le titre bien entendu juste avant WrestleMania, car on s'attend tous derrière à Triple H contre Roman Reigns. Tout à fait. Puis Ambrose Lesnar, comme tu l'as évoqué, enfin, oui, c'est le genre de match où c'est pas facile à vendre quand tu dois le commenter justement, et on se retrouve ce week-end pour Roadblock. Honnêtement, je sais pas si Roadblock avait fait une grande audience auprès de l'univers francophone et puis dans le monde en général, parce que oui, c'est le genre de pay-per-view transition dont tu te doutes un peu que il va pas se passer grand chose. Et Apparemment au départ c'était même pas censé être un gros pay-per-view parce qu'il précise sur WrestleMania qu'à la base Roadblock devait s'appeler March to WrestleMania Live from Toronto. Donc être une sorte en fait de house show télévisé. Ouais. Au final la WWE a décidé d'en faire un pay-per-view, mais voilà comme tu l'as dit, c'était plus pour remplir le temps pour bouche-trou. Oui. Mais bon. Ah mais attends, c'était un Saturday March 12. Donc voilà, les deux pay-per-views sont passés, maintenant on se dirige vers WrestleMania 32. Vous, juste pour info, cette fois-ci, vous savez que vous y allez, hein, tout est prêt. Tout à fait. Alors, non, tout n'est pas prêt. Il y a encore une fois toujours ce doute, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Oui, non, mais... Cela dit, je dis ça. J'allais dire, vaut mieux se préparer au pire, comme ça s'il arrive, on n'est pas trop déçu. Mais en fait non, parce que je me suis préparé toute ma vie au pire, et quand le pire est arrivé, j'étais quand même déçu. Donc ça ne sert à rien. Si je peux vous donner un conseil de vieux, ne vous préparez pas au pire. De toute façon, ça finira par arriver. Donc profitez, et amusez-vous, et voilà, profitez du temps qu'on a, et du vent qu'on a dans le dos, comme chantait Rollo. Donc oui,
on se doutait qu'on allait y aller, mais on n'était pas sûr à 100%. Quelques semaines auparavant, on va nous confirmer notre venue à WrestleMania et notre table ringside. Nice. Et tu nous parlais juste avant d'un D'une énorme déconvenue dont je vous parlerai plus longuement et dont je vous dévoilerai les coulisses. Dans le prochain numéro, je n'ai jamais évoqué la manière dont tout ça s'est passé. Mais spoiler ou pas spoiler Non, pas spoiler. Ok, parce que la plupart des gens doivent savoir. Bon, lui, il sait pas, parce Moi, que je sais c'est pas. un gland, il a 10 ans, il était pas là, il était pas né. Mais donc voilà, on est sûr d'y aller et on nous confirme qu'on aura une table aux abords du ring. Très bien. Et dans le prochain numéro de La Cloche, évidemment, la grande déconvenue, mais aussi WrestleMania. Dans ce stade gigantesque, encore une fois, une vie de ouf de pouvoir faire le Dallas Stadium quand tu as grandi à Soufel-Weyersheim. Ah là, c'est le 3e d'affilée. 3e WrestleMania Troisième d'affilée. d'affilée. Ouais, non, là, tu fais partie de la maison. Enfin, C'est ça. Hein. Mais bon, la déconvenue, quand même, rajoutera un petit peu de... Bon. On découvre ça la semaine prochaine. Tout à fait. Avant ça, je rappelle encore une fois pour ceux qui ne sont pas au courant que La Cloche, le podcast, est dorénavant disponible sur Spotify. Je vous mets le lien de la page Spotify dans la description, donc n'hésitez pas. Les 4 premiers épisodes sont en ligne et on en rajoutera 4 nouveaux chaque mois jusqu'à ce qu'on arrive au stade où on en est actuellement. Au fait, on n'en a pas parlé, mais on s'est décidé pour le live. On s'est décidé pour le live. On s'est décidé. On vient d'effectuer la réservation. Maintenant, je sais La pas réservation, oui, alors attention. Ah oui, parce qu'on a loué un truc de les mal. mecs, non, du calme. Mais on s'est dit quand même un endroit un petit peu... pour un live, on ne voulait pas que les pop puissent raconter n'importe quoi, parce que vous vous rendez pas compte, mais beaucoup de moments pop sont coupés. Parce que les pop sont beaucoup plus vulgaires que nous. Donc, non, et puis on voulait un truc un peu plus sympa, et puis qu'on profite tous ensemble. Donc voilà, on a un endroit. Alors, est-ce qu'on dévoile la date ou est-ce qu'on dévoile la date dans le prochain épisode ? Je pense qu'on va attendre quand même de le dévoiler dans le prochain épisode, que ce soit validé. Ok, oui. Mais en tout cas, sachez que normalement, ce sera vers fin octobre. Voilà, vous aurez le temps de vous organiser. On a pris ce choix pour que vous ayez vraiment le temps de vous organiser et qu'on puisse effectivement préparer tout ça au mieux afin qu'on passe tous un très bon moment. Normalement, ça devrait être un vendredi soir pour ne pas changer vos habitudes et puis qu'on puisse se retrouver pour la première fois et peut-être le début de nouvelles aventures. Donc on vous balance la date la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir ce que Christophe nous tease. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et merci beaucoup Christophe. Eh ben, c'est moi qui vous remercie, mon cher Ali de Catch Club. Je remercie également les pop. On t'en remercie. Et je vous remercie, vous tous, de votre fidélité, de votre gentillesse et de votre participation chaque semaine. Je vous l'ai dit, La Cloche est un podcast participatif. Quand on commet une erreur, vous la rectifiez, c'est ça le bonheur. Mes amis, merci encore. N'hésitez pas, évidemment, à partager. On likera. Et on vous dit, comme disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ciao tout le monde. Bisous.